Voilà, donc on va passer à peu près 1 heure avec vous. On va vous présenter déjà un peu ce qu'est l'assurance professionnelle et pourquoi il faut s'assurer. Et puis, on laissera un petit temps de questions. Donc, vous pouvez de toute façon poser vos questions sur le chat que vous avez normalement en bas de votre page. Voilà. Alors, pour démarrer, alors l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser justement à l'assurance. Vous allez devenir des chefs d'entreprise. Il n'y a pas de petite entreprise avec de petites responsabilités. À partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, vous avez des responsabilités et il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas déroger en termes d'assurance. L'assurance, c'est une notion d'aléa. Donc un assureur, il est là pour vous assurer ce qu'on appelle des aléas, des choses non prévues. Donc il faut faire attention. C'est un sujet sur lequel on est toujours très sensible. Faites attention. On l'a bien compris avec nos assurances voitures, par exemple, à ne pas, par exemple, trop déclarer de sinistre parce qu'à un moment donné, c'est plus un aléa, ou un dégât des eaux qui se produit une fois, deux fois, trois fois, bah, c'est plus un aléa. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça fuit et que ça va se reconduire régulièrement. Donc la notion d'aléa et de non prévu en assurance est importante. Le risque est quelque chose qui fait partie de notre vie. On traverse la rue, on a un risque, on tient un enfant dans ses bras, il y a le risque qu'on le fasse tomber, il y a des risques partout. Et l'objectif de l'assurance, c'est de vous mettre à disposition des outils pour que ce risque soit protégé. Alors on ne va pas l'éviter, sauf avec certaines protections, avec de la prévention, mais le risque parfois existe. Et l'assurance, elle est là pour vous, pour permettre justement que ce risque soit anticipé et ne devienne pas un risque financier en fait. Et ça va bien sûr et vous aider à pérenniser votre entreprise. Donc, en fait, l'entreprise a plusieurs sortes de risques. Déjà, on va commencer par vous rappeler que l'assurance professionnelle, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais que c'est indispensable pour les raisons, voilà, dites précédemment. C'est quand même obligatoire pour certaines activités, on y reviendra, mais pour le bâtiment, par exemple, c'est obligatoire. Pour faire les marchés, c'est obligatoire. Voilà, mais pour le reste, ça reste quelque chose d'indispensable et il faut vraiment vous en préoccuper dès l'immatriculation et la création de votre entreprise. Donc, il y a plusieurs types de risques. Vous avez donc la responsabilité civile, donc responsabilité civile professionnelle, locative, automobile. On va vous les présenter plus en détail puisque c'est des notions qu'il faut connaître et qui sont pas forcément faciles à comprendre. Il y a aussi tout ce qui est sur les biens. Donc ça, c'est pas propre à toutes les activités parce qu'on n'a pas forcément de biens pour toutes les activités, mais va y avoir, vous pouvez avoir du stock, du matériel, un véhicule ou autre. Et donc dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des garanties sur les dommages parce qu'il peut y avoir des accidents qui arrivent comme un incendie, un vol, dégâts des eaux ou bris de glace. Et puis après, il y a ce qui concerne la personne. Donc ça va être un petit peu à part, mais c'est quelque chose dont il faut vous préoccuper aussi, notamment par exemple pour votre santé, parce que quand vous êtes salarié, bah, c'est facile, vous allez avoir une mutuelle. Mais quand vous êtes indépendant, bah, cette mutuelle, vous n'allez plus forcément l'avoir et il va falloir vous en préoccuper. Il y a tout ce qui est régime retraite aussi, et puis la prévoyance, on vous expliquera ce que c'est exactement par la suite. Donc on va tout de suite démarrer avec l'assurance des biens. L'assurance des biens. Alors, là, l'idée, c'est de vous donner quelques exemples de risques que vous pouvez avoir, et puis on va parler un petit peu prévention, hein, pour voilà, vous faire ressentir un petit peu ce qui peut arriver. Un des risques que vous avez quand vous avez un bien local, par exemple, c'est l'incendie. C'est un des plus graves, hein, puisqu'en incendie, en général, les choses sont bien détruites. Euh, de façon générale, il faut faire attention d'être bien garanti en termes de stock et de matériel. Souvent, vous pouvez être amené à assurer votre local, les murs, mais pas forcément le stock et le matériel à l'intérieur. Donc, soyez vigilants quand vous prenez une assurance de bien voir effectivement que votre stock et le matériel est bien assuré. Et, chose importante, bien vérifier que le stock et le matériel sont assurés à concurrence de ce que vous avez en stock et le matériel. Ne vous assurez pas pour 5 000 € si vous en avez 30 000.
Hein, donc ça, c'est important aussi à regarder. Euh, En prévention, sur ce risque-là, vous avez les extincteurs, évidemment. Alors ça, en plus, c'est une obligation. Hein, quand vous en prenez un local professionnel, c'est une obligation. Faites attention, quand vous prenez un contrat de multirisque professionnel, votre assureur peut vous imposer de regarder les installations électriques tous les ans, etc. Et puis en prévention, on dit tout le temps de ne pas laisser les appareils en veille, parce que tout simplement, il y a plus de risques quand l'appareil est allumé. Voilà un des exemples de risques qui peut être couvert par une multirisque professionnelle. Un deuxième exemple, ça va être tout ce qui est vol, vandalisme. Ça fait partie des risques, alors un peu plus fréquents que les incendies, à partir du moment où vous avez un local, mais même quand vous n'avez pas de local, c'est-à-dire quand vous êtes assuré et quand vous travaillez de chez vous, par exemple, il faut bien prévoir de vous assurer en cas de vol et de vandalisme, parce on peut fracturer chez vous et rentrer chez vous et vous voler. Toujours pareil sur ce stock et ce matériel, soyez vigilants de pour combien je suis assuré. En prévention, alors là c'est important, votre assureur peut vous imposer des choses en prévention. Il peut vous imposer des rideaux de fer. Il peut vous imposer des volets, par exemple. Attention aux cours extérieurs, c'est-à-dire quand vous avez un local, vous avez souvent une petite pièce enfin pas à l'extérieur, à l'arrière, avec éventuellement des fenêtres. C'est souvent par là de passer le voleur. Hein. Il passe rarement par les vitrines qui donnent sur la rue. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants au rideau de fer, par exemple, que l'assureur va vous imposer. S'il vous impose un rideau de fer plein, c'est pas un rideau de fer croisé, c'est pas la même chose. Alors si vous avez un rideau de fer croisé, ça veut pas dire qu'il va pas vous prendre, mais il faut le déclarer lors de l'adhésion, parce qu'un rideau de fer croisé, il peut éviter le vol, mais par exemple, il va pas éviter le bris de vitre. On peut casser une vitre à travers un rideau de fer croisé. Donc soyez vigilants à ça. Les alarmes, alors les alarmes sont des moyens de prévention, mais qui sont rarement reconnus par les assureurs. C'est bien d'en avoir, ça fait fuir les voleurs, mais bon, c'est pas ça qui est reconnu parce qu'en général, les gens se déplacent pas trop. Hein, on a tous entendu les alarmes sonner dans la rue avec les voitures et on se déplace pas trop. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'assurance de biens où un assureur va vous assurer pour le bris de vitre, le vol, le vandalisme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions au fur et à mesure, en fait. Donc là, la question, c'est pour une activité de formateur indépendant, est-ce vraiment nécessaire de contracter une assurance professionnelle, RC Pro et assurance automobile? Alors, RC Pro, oui. Pas forcément une multirisque professionnelle comme ceux dont je viens de vous parler. Mais par contre, il vous faut absolument, alors on viendra après sur les responsabilités civiles professionnelles, exploitation, etc. Donc de toute façon, dites-vous bien qu'à partir du moment où vous êtes un professionnel, il vous faut un minimum d'assurance. Responsabilité civile d'exploitation minimum, RC Pro si l'activité le demande, et les multirisques professionnels quand vous avez un local. Et l'automobile, Laura vous en parlera tout à l'heure, parce que oui, en automobile, il y a des choses à faire également, surtout si vous utilisez votre voiture perso. Donc on vous en parle tout à l'heure. Dégâts des eaux. Alors c'est un autre exemple qui peut arriver principalement dans les locaux, mais qui peut arriver également chez vous quand vous travaillez de chez vous. Le dégât des eaux, c'est le sinistre le plus courant assuré par les assureurs. En dégâts des eaux, il y a deux choses qui peuvent être importantes. Pensez bien à entreposer votre stock pas à hauteur du sol, c'est-à-dire essayez de prendre des palettes quand vous avez du stock, parce qu'en général, un dégât des eaux, soit vous avez un gros dégât des eaux comme ce qu'on voit à la télé régulièrement, et là, on peut plus faire grand chose. Hein. Quand ça monte à 1 mètre, 1 mètre 50, on peut plus faire grand chose. Par contre, souvent les dégâts des eaux, c'est des infiltrations. Ça peut être un petit dégât des eaux au sol de quelques centimètres entre guillemets, mais qui fait que quand il y a des cartons par terre, tout s'imbibe. Donc essayez d'entreposer votre matériel hors du sol, en dehors du sol, à 10 cm du sol. Comme ça peut éviter le dégât. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si un assureur vous prend en charge votre sinistre, un sinistre, c'est jamais agréable. Un sinistre, c'est toujours pénalisant. Même quand on se fait rembourser, derrière, ça vous empêche de travailler, ça peut vous faire perdre des clients, etc. Donc l'idée là, c'est de vous faire comprendre aussi qu'il faut travailler sur la prévention pour essayer de ne pas avoir de sinistre, en fait.
Et pour les dégâts des eaux, pour vous donner un exemple, et qui est assez fréquent en fait, une commerçante donc assurée avec une multirisque professionnelle avec local a, voilà, a reçu ses enfants dans son local. Ils ont ouvert le robinet. À ce moment-là, c'était en Martinique et il y avait une coupure d'eau. Et forcément, ben, lorsque la coupure d'eau a été finie, le robinet s'est mis à couler puisque les enfants n'avaient pas refermé. Donc tout le local a été inondé, mais c'est surtout le local en dessous qui a pris. Et le local en dessous, c'était une imprimerie. Donc tout ce qui est imprimerie, ça coûte très cher au niveau matériel. Et vu qu'elle était assurée, il y a pu avoir un dédommagement de l'assureur et l'assureur a dédommagé l'imprimeur à hauteur de 54 000 euros. Donc imaginez sans assurance ce que ça aurait fait. Enfin voilà, la cliente n'aurait jamais pu payer ça. Donc c'est pour vous montrer que vraiment ça peut être des sinistres assez graves et que l'assurance est indispensable. De toute façon, quand vous avez un local, c'est obligatoire d'avoir une multirisque professionnelle. Alors là, il y a une question, c'est si notre entreprise est basée à notre domicile, quid de l'assurance des biens, partie pro et partie privée. Alors, si vous travaillez à domicile, de toute façon, il faut vous assurer à titre pro, automatiquement. Parce que ça veut dire que si vous avez le moindre sinistre, tous vos biens qui auront été achetés à titre pro ne seront pas remboursés, puisque souvent c'est payé sur facture. Et puis, il vous faut quand même une responsabilité si vous faites venir quelqu'un chez vous. Quelqu'un qui vient chez vous et qui se blesse, c'est de votre responsabilité. Si c'est à titre privé, bah c'est bien, ça passera sur votre responsabilité civile habitation. Mais si c'est à titre pro, il faut que ça soit une assurance pro. Quand vous vous installez chez vous, ce qu'il faut peut-être au premier abord, c'est demander à votre assureur, lui déclarer, lui indiquer que vous allez travailler à domicile et que vous avez éventuellement une pièce réservée, etc. Votre assureur peut ne pas accepter de vous prendre à titre pro et là, du coup, il faut prendre une assurance professionnelle qui va vous assurer une partie de chez vous, une pièce, votre stock, votre matériel et votre responsabilité civile professionnelle pour éventuellement les clients que vous recevez et les dommages que vous pouvez provoquer. Il y a une autre question. Pour une activité d'atelier d'art et thérapie pratiquée au domicile des particuliers, en espace privé loué, que conseillez-vous comme assurance doit assurer pour un minimum de personnes pour chaque participant si les participants sont en situation d'adaptation? Quels sont les critères à prendre en compte? Alors, je regarde. Pour une activité d'atelier d'art et thérapie pratiquée au domicile des particuliers. Donc là, ça veut dire que vous vous déplacez chez les personnes, en espace privé loué. Alors, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez chez des particuliers, de toute façon, vous êtes sur une activité d'art et de thérapie, il vous faut une RC Pro, déjà. C'est-à-dire, une RC Pro, c'est comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. À partir du moment où vous vous déplacez chez les gens, il vous faut une RC Exploitation. Euh, donc oui, de toute façon, à partir du moment où vous vous déplacez chez les gens, il vous faut des responsabilités civiles, professionnelles, exploitation, etc. Après, non, c'est pas pour chaque participant. On va assurer votre activité. Si votre activité c'est atelier de thérapie, ben on va l'assureur il va vous prendre votre activité et assurer le nombre de personnes qui vont être là, que ça soit 2, que ça soit 10, etc. C'est sûr que si vous organisez des événements en lieu privé, alors après c'est différent, c'est-à-dire si vous louez un espace. Là, il va falloir que vous assuriez cette responsabilité civile de l'espace que vous louez. Et là, la personne qui va vous louer l'espace va vous demander la preuve que vous assurez bien cette salle. Mais là, c'est notre responsabilité. C'est à partir du moment où vous louez un espace, c'est sûr que si vous louez un espace pour 3 personnes ou un espace pour 150 personnes, c'est pas le même risque en fait. Mais il va falloir louer cet espace, assurer cet espace privé, bien sûr. Donc c'est pas la même chose si vous allez chez quelqu'un où il faut que vous ayez une responsabilité civile d'exploitation, etc. Ou si vous prenez un local que vous louez, et là, vous allez devoir assurer le local. Peut-être qu'on continuera à répondre après, puisqu'on va peut-être répondre à certaines de vos questions aussi pendant qu'on... Oui, parce que là, on est plutôt sur des RC Pro. Ouais, donc je pense qu'on va répondre à certaines de vos questions, donc on reprendra de toute façon toutes les questions à la fin, on laissera le temps pour ça. Voilà, donc on va continuer un peu. Là, c'était moi aussi. Alors,
c'est pas partie garantie financière. C'est pas grave. Alors, quel risque assuré? La perte d'exploitation. On va oublier le terme garantie financière en bas. On va parler de la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, c'est une garantie qui se positionne souvent dans les multirisques professionnels et qui va permettre, quand vous avez un sinistre garanti, donc ça c'est important, dégâts des eaux, vol, vandalisme, etc., vous avez un sinistre garanti, vous ne pouvez pas travailler pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours, etc. L'assureur va vous verser ce qu'on appelle une perte d'exploitation. C'est-à-dire, il va, alors soit il va travailler sur la base de votre déclaration de revenus de l'année d'avant, et c'est en pourcentage de ce que vous avez gagné. Soit, par exemple, sur ce qu'on propose nous sur EDLC, ça va être forfaitaire. C'est-à-dire, il va y avoir une indemnité qui va vous être versée, 50 € par jour, à partir du moment où vous ne pouvez pas travailler, parce qu'on vous a volé votre stock, votre matériel, parce que vous avez eu un dégât des eaux, parce que vous avez eu un incendie. C'est systématiquement l'expert qui vient voir le sinistre, qui vient estimer le sinistre, qui vient voir à la fin du sinistre, enfin quand le sinistre est passé, c'est l'expert qui détermine si la perte d'exploitation doit être déclenchée ou pas. C'est l'expert qui va déterminer si vous pouvez retravailler ou pas. Donc ça, attention. Attention, relationnel avec l'expert quand vous avez un expert qui vient. Hein, il faut toujours avoir une relation relativement saine avec un expert. Un expert, si vous prenez la tête, on a eu des cas de conflits quand il y a des experts qui sont passés en cas de sinistre. Dites-vous bien qu'un expert, s'il n'a pas envie de vous faire un cadeau, il vous fera pas de cadeau. Et du coup, il va être très dur dans son expertise et dans ce qu'il va redonner à l'assureur. Donc, essayez toujours, quand un expert passe, d'avoir une vraie discussion avec lui. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas travailler, lui expliquer pourquoi vous ne pouvez pas travailler, etc. et lui justifier. Alors, pour continuer sur l'assurance de biens, il y a le véhicule. Donc là, c'est un peu un cas à part. Donc vous avez peut-être, enfin la plupart d'entre vous ont un véhicule, ont une assurance auto. La première chose à faire quand vous commencez votre activité professionnelle, c'est appeler votre assureur actuel et lui dire que vous allez l'utiliser justement dans le cadre de votre entreprise. Pourquoi il faut absolument le prévenir? Parce que si à un moment vous avez un problème avec ce véhicule et que c'était par exemple pour vous, je sais pas, pour vous déplacer chez un client ou alors parce que vous faites les marchés pour aller jusqu'au marché, l'assureur peut se retourner contre vous et ne pas prendre en charge le sinistre. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Après, donc si vous avez du stock et du matériel, bien sûr, il faut éviter un maximum de le laisser dans le véhicule, que ce soit la journée ou la nuit. Après, la journée, ça peut arriver, mais la nuit, au moins, essayez de ranger votre matériel, soit si vous avez un local dans le local, soit à votre domicile. Vous allez avoir certaines assurances professionnelles, donc des multirisques professionnels qui vont prendre en compte, enfin qui vont couvrir le stock et le matériel dans le véhicule, mais seulement la journée. La nuit, il y a très peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui le couvre. Voilà. Nous, avec notre MRP, ça va couvrir la journée, mais la nuit, il faut impérativement que votre matériel ne reste pas dans la voiture. Il y a aussi bien faire attention, voilà, de couvrir les vitres donnant sur le coffre. Parce que forcément, si on voit votre stock et votre matériel, bah, la personne qui est intéressée va plus facilement aller le voler. Il y a aussi de pas laisser à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Parce que là aussi, si vous avez une assurance qui prend en charge le vol dans le véhicule, ce sera seulement dans le coffre. Donc ça, c'est vraiment des petits détails, mais qui peuvent avoir leur importance parce qu'on sait que ça arrive souvent, les vols dans le véhicule. Donc évitez un maximum de toute façon de laisser votre marchandise ou stock dans le véhicule. Voilà. Et en tout premier, prévenez votre assureur auto que vous avez une activité professionnelle indépendante. Il y a des questions, on répondra à la fin, du coup, hein, d'accord, parce que je pense que ça balaye plusieurs choses, en fait. Alors, on va maintenant parler de la responsabilité civile. Alors, l'idée là, c'est de vous faire comprendre à quel point votre notion de responsabilité, il y a plusieurs responsabilités civiles, hein, mais même dans la vie de tous les jours, il y a ce qu'on appelle de l'ARC Pro, de l'ARC Exploit, de l'ARC après livraison, de l'ARC Produit, enfin bon, il y a toutes sortes de responsabilités civiles.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le minimum que vous devez tous savoir, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile d'exploitation. C'est ce qui correspond à notre responsabilité civile personnelle qu'on a dans le cadre de notre habitation. La responsabilité civile d'exploitation, on va vous donner des exemples. L'idée, c'est que ça va vous assurer pour tout ce qui est, quand vous allez, par exemple, vous avez un local, quelqu'un vient dans votre local, se tombe et se blesse, c'est de votre responsabilité civile. C'est ce qu'on appelle de la RC exploitation. Quelqu'un vient dans votre local, se prend les doigts dans la porte, se coupe un doigt, c'est de votre responsabilité. Vous allez chez quelqu'un, vous allez chez un client, vous cassez un vase de Chine de 3000 euros, c'est de votre responsabilité. Vous allez dans une entreprise, vous cassez un ordinateur, vous cassez un vidéoprojecteur, c'est de votre responsabilité. Par contre, vous allez en entreprise, vous vous prenez le pied dans un fil, vous tombez, vous vous blessez, c'est de la responsabilité civile d'exploitation de l'entreprise qui vous accueille. Donc, vous voyez, la responsabilité civile d'exploitation, c'est le minimum que tout le monde doit avoir parce que automatiquement, vous allez systématiquement soit aller chez des clients, soit faire venir des gens dans votre local ou chez vous, etc., avoir un contact avec un client et il peut y avoir un dommage. Un dommage corporel si quelqu'un se blesse ou un dommage matériel si vous cassez quelque chose. Donc là, c'est le minimum que tout le monde doit avoir. Après, en deuxième lieu, donc là, il faut qu'on passe sur la RC Pro, il y a ce qu'on appelle la RC professionnelle. Alors, la RC professionnelle, c'est en quoi un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Je vais vous donner un exemple qui sépare bien les deux. Je suis informaticien. J'arrive dans une entreprise, je fais tomber mon bol de café, enfin ma tasse de café, sur l'ordinateur de l'entreprise. Je suis pas dans l'exercice de mon activité. C'est pas une erreur professionnelle. Par contre, c'est de ma responsabilité. J'ai quand même cassé un ordinateur. Ça s'appelle la RC exploitation. Toujours cet informaticien, il bidouille les fichiers de l'informatique, enfin les fichiers informatiques de l'entreprise parce qu'il a des manipulations à faire, etc. Et il plante l'informatique pendant 3 jours, 4 jours. Plus personne ne peut travailler pendant 3 jours, 4 jours. Là, l'entreprise peut se retourner contre lui pour un préjudice qu'elle a subi, un gros préjudice financier. C'est ce qu'on appelle de la RC Pro. En assurance, il vous faut tout le temps de la RC exploite, souvent de la RC Pro, parfois de la RC Pro, voilà. Et après, la RC Pro, elle est plus ou moins dimensionnée selon l'activité que vous avez. Donc, tout ça pour vous dire, il faut que vous réfléchissiez aussi, vous, quand vous allez penser assurance, en disant quels sont les risques que j'ai. RC Exploit, il vous la faut. RC Pro, c'est comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Et il faut y penser, réfléchissez aussi, parce que quand vous allez discuter avec la personne qui va vous assurer, vous allez devoir expliquer aussi quels sont les risques. La personne qui vous reçoit ne connaît pas forcément exactement l'activité que vous allez faire. Donc vous allez devoir aussi lui expliquer quels sont les risques éventuellement que vous pourriez avoir. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Voilà, tout simplement, mais l'assureur, quand il va vous recevoir, c'est à lui, de toute façon, à savoir exactement ce qu'il va vous donner entre la RC exploitation, la RC Pro, etc. Enfin, la RC exploitation, de toute façon, dans tous les cas, il vous la faut. Alors, la prévoyance. Donc là, ça va être si à un moment, vous avez un arrêt de travail. Pour X raisons, il faut savoir que quand vous allez créer votre entreprise, la première année, vous n'aurez droit à rien. Donc si vous avez, je ne sais pas si vous avez une maladie, si vous êtes hospitalisé, vous n'aurez pas droit à une indemnisation. Donc ça peut être utile pour vous de prendre ce qu'on appelle une prévoyance. Donc là, ça va souvent être une indemnité journalière fixe qui va être, alors ça dépend un peu des prévoyances que vous prenez, mais ça peut être en cas d'arrêt maladie de longue durée, en cas d'accident, voilà, il y a certaines modalités en fonction des assureurs, et ça va être une indemnité, par exemple, de 30 € par jour pendant 3 mois. Donc, quand on démarre son entreprise, que c'est déjà pas facile, s'il nous arrive quelque chose et voilà, on sait qu'on n'a pas droit à une indemnisation parce qu'on n'a pas assez cotisé encore la première année, c'est vraiment indispensable d'avoir ce genre de protection. En sachant que dans tous les cas, même si à partir de la deuxième année, vous avez droit à une indemnité, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc si votre chiffre d'affaires n'a pas été assez élevé, vous n'y aurez pas droit. Voilà, donc c'est vraiment important. Ça aussi, c'est souvent en complément de la RC ou de la multirisque professionnelle que vous allez prendre.
il faut regarder les offres de prévoyance parce que ça peut vraiment tout changer à la vie de votre entreprise. Et là aussi, c'est pour sécuriser votre entreprise et vous sécuriser vous-même, au moins durant les premiers temps. Juste pour vous donner un exemple que je donnais tout à l'heure à Laura, nous on a eu un assuré qui a démarré une activité d'ébénisterie. En plein mois de juillet, il a pris une pneumopathie, donc il venait juste de démarrer, il venait de démarrer au mois de juin. En juillet, il prend une pneumopathie. Vous imaginez bien avec la sueur et tout, le médecin là, lui avait interdit de travailler pendant 1 mois et demi. S'il n'avait pas eu de prévoyance, ce monsieur avait un local, s'il n'avait pas eu justement de ce qu'on appelle de prévoyance ou de garantie financière, cette personne, elle n'aurait pas pu avoir d'indemnisation du tout. Et du coup, son local, elle aurait dû le payer de ses deniers propres. Et la plupart du temps, les gens qui démarrent leur entreprise, ils n'ont pas forcément une trésorerie qui leur permet de payer le local. Donc, le fait d'avoir été assuré fait qu'il a touché une indemnité journalière de 30 € par jour et il a pu payer au moins ses charges. Quitte à pas avoir de salaire, au moins il a pu payer ses charges. Alors, la garantie décennale, tout à l'heure, Laura vous le disait, il n'y a pas énormément de garanties obligatoires, enfin d'assurance obligatoire. Là, je vois que quelqu'un a parlé tout à l'heure immobilier. L'immobilier est une assurance, une RC Pro obligatoire. C'est pas forcément le cas, par exemple, pour les gens qui vont faire du conseil. On n'a pas forcément, par exemple, nous, dans l'assurance, on a des assurances obligatoires. L'immobilier, c'est une assurance obligatoire, une RC Pro obligatoire. Les gens qui vont créer dans le cadre du bâtiment, ils sont obligés de s'assurer au titre de la loi, hein, c'est obligatoire, pour la décennale. Alors, la décennale, l'obligation, c'est d'assurer ces chantiers pendant 10 ans. L'obligation, elle est là. Par contre, sur le marché classique, vous ne trouvez pas d'assurance décennale pure que ça. Si vous allez trouver une assurance bâtiment qui va couvrir la décennale, donc les chantiers pendant 10 ans, mais également la responsabilité civile pendant travaux, etc. Donc ça, c'est une assurance, attention, pour les gens qui créent dans le bâtiment, c'est une assurance qui est assez chère. Autant qu'une multirisque professionnelle, elle peut démarrer, quand on bosse à domicile, elle peut démarrer à moins de 100 € par an. Une décennale démarre en général minimum, alors chez nous, minimum à 800 €. Et sur le marché classique de l'assurance, c'est souvent 1200, 1400 € minimum. Hein, donc pour les gens qui créent dans le bâtiment, sachez que cette assurance est obligatoire, donc budgétez-la vraiment parce que c'est un vrai coût en fait. Alors, qu'est-ce que la micro-assurance? Parce que voilà, on vous parle d'assurance en général, mais c'est vrai que nous, à l'ADI et chez EDLC, on va proposer de la micro-assurance. Pourquoi micro? Micro veut pas dire qu'on vous propose moins de garanties et que voilà, vous allez être moins couvert en cas de problème. C'est juste que on s'est rendu compte que certaines populations avaient plus de difficultés à accéder à l'assurance professionnelle. Parfois, c'est très cher et pas forcément adapté à la micro-entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a la micro-assurance. Si vous voulez, en micro-entreprise, souvent, le stock est pas très, très élevé au niveau financier. Le matériel non plus. Il y a, voilà, les plafonds de chiffre d'affaires sont moins élevés aussi et ça peut être intéressant d'avoir une assurance qui est adaptée à vos besoins. Il n'y a pas besoin d'avoir des plafonds de garantie à 50 000 € si au final on n'a que 5 000 € de matériel. Donc là, c'est là où ça peut être intéressant de prendre ces offres qui sont plus adaptées peut-être à votre activité et du coup qui peuvent être aussi à des tarifs plus attractifs. Je viens de voir une question 800 € par mois pour la décennale. Non, c'est 800 € par an, je vous rassure. Mais c'est beaucoup quand même, 800 € par an. On est quand même à presque 80 € par mois d'assurance, presque. Donc c'est beaucoup. Voilà, les conditions d'accès à la micro-assurance. Il faut être accompagné par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Donc BGE, c'est boutique de gestion, CCI et CMA, donc chambre des métiers et chambre du commerce et de l'industrie, France Active, Initiative France, ou être client de l'ADI. Au niveau de l'ADI, il faut être client ou au moins accompagné par l'ADI. Et en fait, si vous êtes dans un de ces réseaux d'aide à la création d'entreprise, ils vont pouvoir vous orienter, par exemple, vers EDLC directement. Vous ne pouvez pas aller voir EDLC directement, il faut que vous soyez accompagné par un de ces réseaux. Et si vous êtes client à l'ADI,
vous allez avoir un conseiller qui va vous proposer automatiquement la microassurance professionnelle ou la microassurance auto. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, la microassurance est vraiment. On n'est pas là. En fait, la microassurance, elle est moins chère que le marché classique. Elle est moins chère, elle est souvent gérée sans frais de gestion, sans frais de commission. Enfin, elle a des caractéristiques financières très intéressantes, dédiées vraiment aux créateurs d'entreprises. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'en fait, pour en bénéficier, vous ne pouvez pas en bénéficier comme ça. C'est-à-dire, pour en bénéficier, il faut rentrer dans un système d'aide à la création. Parce que ce système d'aide à la création, c'est ce qui va aussi travailler votre projet, vous aider à le pérenniser. Et c'est ce qui fait que du coup, les assureurs, ils acceptent de proposer des contrats moins chers parce que votre projet est plus pérenne, plus sûr et mieux cadré. Donc, c'est vraiment une obligation de passer par un réseau d'aide à la création d'entreprise, que ce soit, comme on dit, BGE, elle dit quoi, pour accéder à ces produits de microassurance. Comme on vient de dire, le tarif est attractif. C'est des offres vraiment adaptées. Enfin, je sais qu'au niveau de l'ADI, c'est des offres plutôt adaptées à nos clients et donc avec des tarifs un peu plus bas. Il n'y a pas de frais de gestion ou des commissions très limitées ou inexistantes. Et puis, on a essayé vraiment de faire des offres simples parce que c'est pas toujours facile quand on veut souscrire une assurance. Déjà, y comprendre quelque chose, c'est pas toujours facile et on a moins d'exclusion. On va pas vous demander de questionnaire médical et on va avoir des conditions qui vont être moins strictes. Par exemple, sur le local, on va avoir des conditions qui sont moins strictes que d'autres assurances classiques. Donc, par exemple, sur le point de fermeture, nous, on va demander un seul point de fermeture, là où des assureurs vont peut-être vous en demander plusieurs. Il y a un tarif qui est le même, là aussi pour la simplicité de l'offre, et un tarif unique, quel que soit l'âge. Voilà. Et donc, pour vous montrer un petit peu quelles sont les offres proposées par EDLC et l'ADI, voilà, là vous avez un tableau. Alors on a des produits qui se ressemblent à l'ADIE et DLC. On est dans la même logique. On travaille en partenariat. Hein. Si on est là toutes les deux aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille en partenariat et on envoie quand une structure ne peut pas assurer sur quelque chose. Voilà, on va envoyer sur l'autre structure ou par exemple l'ADI fait de l'automobile alors que DLC n'en fait pas. EDLC fait de la décennale alors que l'ADI n'en fait pas. Donc on va s'envoyer mutuellement les personnes. Donc là, vous avez à peu près le panel des produits que vous pourrez trouver dans une structure ou dans l'autre, en fait. Après, là, l'idée, c'est de vous présenter de façon générale. Évidemment, vous avez toutes nos coordonnées. Et évidemment, après, ce qu'il faut, c'est revenir vers l'une ou l'autre structure pour avoir des devis, des explications, etc., selon ce que vous avez besoin, en fait. Et je précise juste quand je dis client ADI, donc ça va être quelqu'un qui va avoir été financé par l'ADI. Nous, notre offre de microassurance, elle est destinée à nos clients ou au moins des personnes, si elles n'ont pas été financées, c'est qu'elles ont été accompagnées par l'ADI. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas juste venir comme ça et prendre la microassurance de l'ADI. Il faut être accompagné ou financé. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait, on est complémentaires, donc dans tous les cas, vous aurez toujours, enfin voilà, tant que vous rentrez dans le réseau de la création d'entreprise, que vous êtes accompagné, vous aurez toujours quelqu'un pour vous orienter vers l'offre qui sera la plus adaptée pour vous. Si vous êtes accompagné par la BGE, par exemple, ils peuvent très bien vous orienter vers Tout à EDLC. fait. BGE, on travaille énormément, nous, avec BGE sur toute la France. Et à partir du moment où vous êtes accompagné par BGE, vous êtes éligible auprès d'entrepreneurs de la cité. Là, tout à l'heure, on vous a cité les gros réseaux, les réseaux nationaux, parce qu'on ne peut pas tous les citer, mais il y a des cabinets qui sont locaux. Alors, Active Project, par exemple, je ne connais pas, ça fait peut-être partie de France Active. Si ça fait partie de France Active, France Active. Après, il y a des réseaux qui sont indépendants et qui sont, par exemple, on travaille avec Tempo qui est en Alsace. On va travailler avec ALT Ressources sur la région parisienne. Enfin, voilà, il y a plein d'autres réseaux entre guillemets, hein, mais là, on vous a cité les nationaux en fait. Pour toutes les questions, on va tout les reprendre après.
Là, c'est vrai qu'on a répondu à une ou deux en même temps, mais on va tout reprendre, vous inquiétez pas, vous aurez les réponses à vos questions. Alors, un petit zoom sur Local Secure. Local Secure, c'est un service gratuit qu'Entrepreneurs de la Cité met à votre disposition. À partir du moment où vous rentrez dans le cadre d'un suivi, enfin d'un accompagnement, hein, on est toujours sur cette logique-là en fait. Donc soit vous êtes un client ADI et vous y avez droit, soit vous êtes suivi par un réseau d'aide à la création et vous y avez droit. On peut faire passer un expert du bâtiment auprès d'un local, enfin dans un local que vous allez choisir, si possible avant signature de bail. L'idée de Local Secure, c'est de faire venir un expert en bâtiment pour aller vérifier la qualité du local que vous allez prendre. Donc l'expert, c'est un expert en bâtiment, hein, c'est des experts qui sont plutôt post-sinistre, qui interviennent, mais là ils nous le font en mécénat de compétences. Et ils vont venir voir le local, ils vont aller vérifier l'état du local, tout ce qu'ils peuvent avoir accès, la plomberie, l'électricité, ils vont aller voir les tableaux électriques, ils vont aller voir l'état des murs, etc. Et ils peuvent vous alerter sur un local qui éventuellement n'est pas en très bon état, et ce qui peut vous permettre de discuter avec votre bailleur, alors soit de pas prendre le local, c'est vraiment catastrophique, ou alors de discuter avec le bailleur pour éventuellement demander des travaux avant signature de bail, ou éventuellement faire les travaux et demander une réduction sur la location pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Nous, on a plus de 50% des gens qui ont fait Local Secure qui disent l'avoir utilisé avec leur bailleur en fait. Donc ça, c'est un service qu'on met à votre disposition. Voilà, donc là, on vous a remis un peu nos partenaires assureurs, parce que ce qu'on vous a pas précisé, c'est que voilà, nous, on travaille avec des partenaires, des assureurs qui sont reconnus, et on va être intermédiaire, mais on n'est pas assureur. Donc, vous avez ici nos partenaires respectifs qui sont exposés. Et ce que vous dit Laura est important parce que ça veut dire que derrière, vous avez de vrais assureurs qui ont fait des conditions et qui ont travaillé avec nous sur des conditions particulières d'éligibilité, d'accès, de prix, etc. Mais derrière, vous avez de vrais assureurs avec de vraies garanties. Enfin, il faut que ça vous rassure aussi sur le fait que c'est pas voilà, c'est pas nous qui décidons d'assurer. On n'assure pas. Tout à l'heure, Laura vous citait un sinistre, 54 000 euros. Il faut être un assureur pour pouvoir assumer ce type de coûts. Hein, donc derrière vous, vous avez des mastodontes, des gros assureurs, et puis nous, on est intermédiaires, et notre rôle, c'est de travailler justement avec ces assureurs pour obtenir des produits, des prix adaptés à la petite entreprise en fait. Comment nous contacter? Donc, vous avez nos sites respectifs et puis le numéro de téléphone. Nous, au niveau de l'ADI, le 09, c'est le numéro donc de notre plateforme nationale et c'est pas un numéro surtaxé, hein, je tiens à vous le préciser. Donc voilà, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous directement ou avoir plus d'informations. Et Entrepreneurs de la Cité. Et nous, c'est voilà, nous on est sur Lyon. Donc l'ADI est national, l'ADI vous allez en trouver partout. Nous on est une petite structure, on est sur Lyon et toute la souscription se passe par téléphone. On a l'habitude, hein, tout se passe en dématérialisé. Après on est sur la région lyonnaise, on est sur Villeurbanne, donc s'il y a des Lyonnais qui veulent venir le voir, on est sur Villeurbanne. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site. Donc on a fini la présentation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis maintenant, donc on va reprendre toutes les questions et puis n'hésitez pas à continuer de poser des questions. On va y répondre au mieux. Et si on ne sait pas, on reviendra vers vous pour y répondre. Alors, où est-ce qu'on s'était? Où est-ce qu'on s'était arrêté non, on l'avait en haut. Handicap, regarde là, on l'avait pas vu. Si, ça on l'avait déjà vu. Ah oui, mais alors par contre, si des participants sont en situation d'adaptation, autistes, quels sont les critères à prendre en compte? Alors là, par rapport à la personne sur les activités d'art et thérapie, je pense que ce qu'il faut, c'est que quand vous rencontrez votre assureur, il faut que vous sachiez exactement
Quel va être votre cadre? Où est-ce que vous allez travailler? Si c'est chez des particuliers, si c'est chez si vous allez vous louer, vous doutez bien que le niveau de risque est quand même différent quand vous recevez des personnes dites classiques ou quand vous recevez des personnes autistes Asperger par exemple. Ça peut, enfin, si c'est autiste Asperger, ça peut aller, mais si c'est handicap 10, j'en sais rien en fait. Ça va complètement dépendre du type de handicap et du risque qu'il va y avoir. Donc là, c'est tout à fait une discussion à avoir. Il faut déjà bien cadrer votre activité, bien savoir ce que vous allez faire. Et quand vous rencontrez votre assureur, vous dites exactement ce que vous allez faire, avec quel type de public, dans tel lieu, etc. Et lui va vous proposer l'assurance adaptée. De la RC Exploit, de la RC Pro, de l'assurance... il peut presque y avoir de l'assurance événement, là, parce que si vous faites par exemple des journées particulières et tout, ça peut être... voilà. Il faut bien cadrer votre activité. Alors, bonjour. En tant que graphiste indépendant, je travaillerai de chez moi et je rencontrerai des clients en extérieur. Y a-t-il une assurance particulière à prendre pour le domicile pour la responsabilité? Il faut au moins une responsabilité civile professionnelle classique. Après, là, ça veut dire que vous allez pas mal vous déplacer. Donc, comme on a dit, au niveau de l'assurance auto, il faut absolument que vous déclariez à votre assureur que vous allez l'utiliser pour votre activité professionnelle. Et puis après, tout dépend si vous avez du stock à couvrir peut-être dans le véhicule. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir une multirisque professionnelle. Donc ça, c'est un peu en fonction de la valeur de votre stock et matériel que vous allez déplacer aussi. Et puis, alors, est-ce que vous allez recevoir des clients chez vous? Attention, si vous recevez, apparemment, vous les recevez à l'extérieur, mais peut-être qu'un jour vous les ferez venir chez vous. Donc là, responsabilité civile d'exploitation. De toute façon, là, vous allez travailler chez vous. Il faut en parler avec votre assureur. De toute façon, dans tous les cas, même si votre assureur personnel ne vous assure pas la partie pro, il faut que votre assureur personnel sache que vous faites d'une activité professionnelle chez vous. Il faut quand même être clair avec lui. Et après, lui, il va vous dire si oui ou non il peut vous assurer. Et s'il peut pas vous assurer, vous allez chercher une assurance professionnelle auprès d'un autre assureur. Mais il faut quand même que votre assureur particulier sache que vous allez travailler de chez vous, en fait. Quelle assurance pour une activité de formateur indépendant avec des formations dispensées dans des salles louées à la journée? Là, on est sur de la RC Pro, Oui. c'est ce qu'on disait. Si c'est vous qui louez des salles, et pareil, il va falloir. C'est toujours pareil, ça va dépendre de ce que la personne. Est-ce que c'est des salles qui vont vous être louées, des salles particulières exprès qui vont vous être louées et que la personne ne va pas particulièrement vous demander de les assurer? Est-ce que la personne, elle va vous demander quand même d'assurer, comme quand par exemple on fait une soirée, on organise une soirée dans une salle des fêtes, la salle des fêtes, elle va demander que vous assuriez la soirée et que vous assuriez la responsabilité civile, et s'il y a un incendie qui se déclare, c'est l'assurance que vous allez prendre qui va le prendre en charge. Donc là, c'est à discuter avec la personne qui va vous louer la salle pour savoir comment vous devez assurer cette salle ou pas. Est-ce que vous êtes dans l'obligation d'assurer cette salle? Donc une assurance pour chaque activité, c'était sur une autre question, non? Normalement, c'est pas une assurance pour chaque activité. Vous allez trouver un assureur qui va vous faire une offre pour toute votre activité. Mais vous n'allez pas prendre plusieurs assurances. Dans un local, la porte-fenêtre d'entrée a été changée et comporte des vitres anti-effraction. Dois-je assurer cette entrée en plus du local en cas de sinistre brise-glace, notamment pour réparation de la porte? Je comprends pas trop. Si vous avez un local et que c'est la porte d'entrée qui a été changée et qui est aux normes au niveau du vitrage, ça va être dans l'assurance du local. Il n'y a pas à prendre une assurance en plus brise-glace. Le brise-glace, ça va être compris dans votre assurance. Par contre, s'il y a une chose qui est importante, c'est que si votre assureur vous demande un rideau de fer et que vous n'avez que, entre guillemets, sur cette porte-fenêtre, une vitre anti-effraction, il faut lui déclarer. Parce que l'assureur peut dire que ça ne suffit pas. Mais sinon, comme dit Laura, oui, à partir du moment où ça fait partie du local, donc à partir du moment où un assureur vous assure votre local, il va vous assurer les entrées du local, donc il n'y a rien de particulier. Ça dépend juste des conditions effectivement de l'assureur sur le vitrage accepté et puis le rideau de fer ou non.
Je vais avoir une activité de restauration de motocycles dans le garage de ma maison, c'est une micro-entreprise. Est-ce qu'une assurance supplémentaire de ce personnel est obligatoire? Si oui, de quel type? Même si je ne reçois personne dans le garage. Ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où vous avez une activité professionnelle, et là attention, vous allez avoir du stock et du matériel certainement. Là, vous allez avoir du stock qui n'est pas à vous, c'est-à-dire vous allez être le matériel que vous réparez ne vous appartient pas. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous soyez bien garanti en cas de vol. C'est-à-dire si d'un seul coup vous avez, je sais pas, en plus c'est motocycle, donc ça veut dire que c'est du roulant, enfin c'est du motorisé. Ça veut dire que vous allez avoir une moto, deux motos, trois motos. Ça peut valoir un certain montant quand même ces motos. Bien sûr qu'il faut les assurer parce que si on vient cambrioler chez vous et qu'on vole ces motos, vous êtes responsable. Donc, il faut savoir exactement combien vous allez être assuré pour ce matériel qui ne vous appartient pas. Hein, donc ça, c'est important. De toute façon, dans tous les cas, peu importe l'activité, il faut que vous preniez au moins une responsabilité civile professionnelle. Activité de e-commerce aussi. Activité de e-commerce, ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que vous allez avoir du stock chez vous? Est-ce que vous contentez entre guillemets de faire l'intermédiaire? Bon, là, il n'y a pas de stock. Si vous n'avez pas de stock, mais parfois le e-commerce, vous avez quand même un stock que vous gardez chez vous. Donc on est toujours pareil. Il faut assurer votre stock, votre matériel. Et puis c'est pas parce que vous avez une activité, faut pas oublier que vous allez être un pro. Donc c'est pas parce que vous bossez chez vous que vous n'allez pas voir des fournisseurs, que vous n'allez pas aller voir des clients. Et là, à partir du moment où vous allez voir un client, que vous allez voir un fournisseur, il vous faut une RC exploitation dans tous les cas. Donc de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où vous êtes professionnel, il vous faut un minimum de ce qu'on appelle RC exploitation ou l'RC pro, selon comment on l'appelle, mais voilà, il vous faut un minimum, la responsabilité civile de vous en tant que professionnel. Alors ensuite, donc on a dit tout à l'heure pour un agent immobilier, il faut impérativement une responsabilité civile professionnelle et en plus là c'est obligatoire. Et si vous êtes gérant d'une boutique d'habillement, c'est pareil, là il faut assurer le local en plus, donc ça va être automatiquement une multirisque professionnelle avec local. Là dans les deux cas c'est obligatoire. Si vous avez un commerce, c'est obligatoire et si vous êtes agent immobilier, c'est obligatoire aussi. RC Pro pour une activité de magnétiseur soins énergétiques, consultation en médiumnité, c'est toujours pareil, c'est obligatoire. Après, attention, pour ce genre d'activité, ça peut être plus difficilement assurable aussi. Les assureurs n'aiment, c'est un peu des métiers un peu nouveaux mais par contre, là, vous voyez, quand on parlait en quoi un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi, vous êtes sur une consultation de médium, par exemple. Je vais vous donner un exemple qui est un peu gros, hein, mais qui peut arriver. Vous êtes sur une consultation de médium, vous recevez quelqu'un, la personne sort, vous lui avez annoncé quelque chose qui la remue, etc. Et la personne met fin à ses jours. La famille, il va falloir qu'elle se retourne vers quelqu'un. Et là, vous pouvez être remis en cause dans votre activité. Donc là, vous voyez, le niveau de RC Pro est important. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, hein, loin de là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez, vous, être remis en cause par rapport à l'activité que vous faites. Donc les RC Pro sont importantes. Mais comme dit Laura, pas toujours facile à trouver. Utiliser son véhicule privé pour l'activité pro ou acquérir un véhicule pro utilisé dans le cadre privé. Vous pouvez tout à fait utiliser votre véhicule privé si vous avez déjà un véhicule privé. Encore une fois, il faut le signaler à l'assureur. Parfois, certains assureurs vont par contre faire payer plus cher, ça je ne l'ai pas dit, pour un véhicule pro, justement par rapport à un véhicule privé. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de déplacements, donc ça va être une assurance qui va être souvent plus élevée. Pour un pet sitter, comment s'assurer si l'animal se blesse pendant que l'on en a la garde? C'est exactement un exemple de sinistre qui pourrait arriver. D'où l'importance de s'assurer quand vous êtes pet sitter, c'est que justement s'il arrive quelque chose à un animal que vous gardez, la personne, le propriétaire peut se retourner contre vous et donc il faut être assuré. Donc ça, 800 € par mois, c'était pas décennal. Client a dit aussi, je l'ai dit. Ça, on l'a dit. La création d'une SAS service à la personne bénéficie-t-elle d'une micro-assurance? Je ne comprends
pas trop la question. Ah, est-ce qu'on peut faire une micro-assurance et pas une assurance classique? C'est ça la question? Ça dépend ce que vous appelez service à la personne. Oui, en micro-assurance, on peut assurer du service à la personne. Ça va dépendre de quoi. Par exemple, si vous, ça peut être du ménage, ça peut être, c'est vague, service à la personne. Nous, par exemple, on va bloquer s'il y a du toucher. C'est-à-dire si vous faites service à la personne, que vous levez, par exemple, les personnes âgées le matin, que vous les aidez à la toilette, etc., nous, on va pas prendre. À partir du moment où il y a de la manipulation humaine, entre guillemets, on va pas prendre. Par contre, service à la personne, si c'est ménage, petit jardinage, etc., il n'y a pas de souci. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que toutes les activités sont toujours particulières. Et en fait, il faut nous appeler pour savoir si effectivement ça rentre dans le champ de ce qu'on peut vous proposer en termes de micro-assurance ou pas. Si ça rentre pas dans le champ, bon là on vous renverra sur le marché classique en fait. Puis ça va être aussi en fonction de du montant du matériel que vous possédez. Est-ce que notre offre va être adaptée au montant du matériel? Si vous avez énormément de matériel qui coûte très cher, bah pas forcément. Alors que si vous avez peu de matériel, ça peut l'être. Active Projet, en fait, je pense que c'est Active Créa. Ah oui, d'accord. C'est un programme de Pôle emploi, ouais, pour préparer à la création d'entreprise. Et donc, est-ce qu'il y avait une question par rapport à ça? Est-ce que ça rentre dans l'accompagnement? Oui, oui, à partir du moment où vous rentrez dans un projet, alors pour nous, à partir du moment où vous rentrez dans de l'aide à la création, Pôle emploi peut être prescripteur pour de la micro-assurance. Il n'y a pas de souci. Et Pôle emploi peut être prescripteur pour du microcrédit et vous envoyer sur l'ADI pour avoir un microcrédit. En tant qu'auto-entrepreneur, nous sommes exposés à une responsabilité financière illimitée vis-à-vis d'une plainte en justice, sauf saisie résidence principale. De quelle façon pouvons-nous être assurés pour éviter de dilapider nos fonds propres, le cas échéant? Alors, attendez, là, en tant qu'auto-entrepreneur, nous sommes exposés à une responsabilité financière illimitée vis-à-vis d'une plainte en justice. C'est vague, enfin, Oui. Pouvons-nous être assurés pour éviter de dilapider nos fonds propres? Il n'y a pas après une plainte en justice. Pourquoi? Enfin, c'est difficile comme question parce que ça dépend pourquoi vous êtes remis en cause. L'assurance va pouvoir vous protéger. Si vous avez une RC Pro, par exemple, et que vous êtes remis en cause par rapport à du corporel, c'est souvent ce qui coûte très cher, hein, le corporel. C'est-à-dire que vous êtes remis, j'en sais rien, par exemple, vous faites des massages et vous êtes remis en cause par rapport à quelqu'un, par exemple, à qui vous avez soi-disant déplacé une vertèbre et qui devient paralysé. Je vous sors un exemple gros, mais qui peut coûter très très cher. Si vous êtes assureur RC Pro, bah, l'assureur RC Pro, il est là pour ça, entre guillemets, pour vous défendre déjà, et parce qu'il faut que ça soit la preuve que ça soit vous qui ait fait le sinistre, entre guillemets, hein. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vient vous voir et qui devient paralysé derrière, c'est pas forcément à cause de votre manipulation. Donc l'assureur déjà il est là pour vous représenter, pour vous protéger, et puis après bah, pour payer s'il faut payer, quoi. Donc de toute façon, c'est justement en prenant les assurances adaptées que vous protégerez votre patrimoine. Voilà, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, mais c'est ça. Ouais. C'est juste qu'effectivement, quand on est en micro-entreprise par rapport à la société, oui, la responsabilité est engagée. Je pense que c'était de ça C'était ça, donc. Qui voulait parler, mais d'où l'importance de s'assurer, encore une fois. Les sites seront-ils mis à disposition? Oui, tout à fait. Vu qu'on a vos adresses mail, on vous enverra le support par mail. Et vous aurez aussi la vidéo qui sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI, si vous avez besoin de revoir certaines informations. Je souhaite louer un local afin d'y implanter un espace de coworking. Quelles assurances, s'il vous plaît? Bah, toujours, dès qu'il y a un local, c'est une multirisque professionnelle avec local. Voilà. Et le fait d'assurer un coworking, de faire un espace de coworking, c'est un risque supplémentaire, puisque du coup le local déjà il va être grand, à mon avis. Voilà, et puis du coup vous allez accueillir régulièrement du monde. Donc voilà, il suffit juste de bien avoir cadré son activité au moment où vous appelez l'assureur potentiel. Du coup, pour la question d'après, pour un commerce d'habillement, que faut-il prendre? C'est la même réponse.
Toujours, dès qu'il y a un local, l'assurance obligatoire, c'est une multirisque professionnelle avec local. Et qui va assurer votre stock, votre matériel, donc votre stock de vêtements, etc. Donc oui, comme j'ai dit, le PowerPoint vous est envoyé, la vidéo sera sur YouTube. Existe-t-il aussi des assurances au niveau des emprunts bancaires comme pour les particuliers? On n'en fait pas. C'est-à-dire, nos Ouais, deux je sais. structures ne sont pas du tout positionnées là-dessus. Oui, alors, on n'est pas des spécialistes de l'assurance de prêt, loin de là. Je suppose qu'il y a des assurances de prêt. Alors, je sais, alors, petite précision, si vous êtes concerné, France Active, par exemple, fait de la garantie bancaire, donc qui peut répondre peut-être à votre besoin. Je suppose qu'il y a de l'assurance de prêt sur l'assurance professionnelle qu'emprunt. Sincèrement, c'est tellement pas notre domaine et on fait tellement pas d'assurance de prêt que je sais pas. Mais n'hésitez pas sur ce type de questions à contacter les financeurs comme France Active. Ils pourront vous répondre là-dessus, je pense vraiment. Et peut-être vous donner des solutions. Alors, est-ce que la microassurance couvre les déplacements avec son véhicule personnel? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où vous avez déclaré à votre assureur auto que vous l'utilisez aussi pour un usage professionnel. Et du coup, vous serez couvert. Par contre, pour ce qui est de marchandises et stocks qui seraient stockés dans le véhicule, là, ça va être à voir si vous l'avez dans votre offre multirisque professionnel. Avez-vous des conseils concernant une mutuelle complémentaire financée par l'entreprise? Financée par l'entreprise. Alors, la question là, alors elle regroupe plusieurs choses. Déjà, effectivement, la question est bonne, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des salariés, si on peut le comprendre comme ça, à partir du moment où vous avez des salariés, vous devez proposer, dans le cadre de ANI, vous devez proposer une complémentaire santé à vos salariés. Ce que vous faites, elle peut aller aux salariés? Je crois pas. Non. Non, elle peut pas. Ouais, alors, nos complémentaires santé, on a de la complémentaire santé, enfin, la DIE est en test, nous, on a une complémentaire santé, mais elle n'est pas destinée aux salariés, elle est vraiment destinée aux créateurs d'entreprises. Donc, par contre, il faut aller sur le marché classique pour aller chercher une complémentaire santé qui va répondre à cette obligation ANI. Et puis voilà, non, il faut aller sur le marché classique parce que nous, notre complémentaire santé ne correspond pas aux salariés en fait. Bon, voilà ce que j'ai compris. Alors, je dispose déjà d'une RC exploitation et une RC pro. Ai-je besoin d'une multirisque pour assurer une pièce que j'utilise à titre pro ou juste une assurance locale pro? Ça dépend un peu ce que vous faites exactement. Si vous avez déjà l'ARC, ça dépend un peu ce qui est fait dans ce bureau, s'il y a aussi du matériel. Est-ce que vous avez prévenu votre assureur habitation? Voilà. C'est ça qu'il faut faire en premier. Est-ce que vous y recevez des clients? Enfin voilà, pour un peu plus en savoir. A priori, vous n'avez pas besoin d'une assurance locale, en tout cas, mais prévenez votre assureur et puis en fonction, si vous recevez beaucoup de clientèle, là, vous pourriez en avoir besoin. Mais c'est un peu la raison. Si on contracte une assurance RC professionnelle en plus de la RC d'exploitation, est-ce utile de prendre aussi une protection juridique en cas de problème avec un fournisseur, un client? Alors, moi je dirais oui parce que c'est vraiment la protection juridique, c'est un complément. La protection juridique va intervenir là où la RC professionnelle ne va pas forcément intervenir. Par exemple, vous avez effectivement une problématique de paiement avec un client ou vous avez une problématique avec un fournisseur. Votre RC Pro, elle ne va pas intervenir. La RC Pro, elle intervient sur les préjudices que vous avez potentiellement créés. Donc la protection juridique est vraiment un complément et selon la nature de sinistre que vous allez avoir, ça va être l'assureur RC Pro qui va prendre ou la protection juridique. Donc c'est vraiment deux choses différentes qui sont complètement complémentaires. Alors, je vais acheter une maison où seront organisées des formations avec possibilité de loger sur place pour les participants. Quelle assurance hors assurance habitation? J'aurai aussi un cabinet de soins, donc je vais recevoir des clients. J'ai déjà une assurance pour micro-entrepreneur, mais je vais passer en société. Alors à partir du moment où vous logez les gens,
À partir du moment où vous logez les gens, vous êtes considéré comme chambre d'hôte, entre guillemets, hein, donc c'est encore un autre risque. Donc là, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez aller voir un assureur pour trouver une assurance sur cette globalité, nous, c'est pas tellement des assurances qu'on nous propose, hein. Nous, la microassurance n'est pas tellement adaptée à cette activité. Il faut bien que vous positionnez le fait que la maison, eh ben, vous hébergez, hein, donc c'est de l'hôtellerie, entre guillemets. Alors peut-être dans le cadre de formation, mais il y a une forme d'hôtellerie. Donc ça, c'est un risque particulier. Et puis bon, pour le cabinet de soins, est-ce que ça va être dans la même maison? De toute façon, l'assureur, il va assurer la globalité de votre activité. Donc je suppose que les soins sont liés aux formations que vous faites, etc. Donc là, il faut bien lui présenter le projet dans sa globalité. Mais le fait de recevoir du public et de loger du public, c'est considéré comme une activité de maison d'hôte ou d'hôtellerie, entre guillemets. Donc c'est des assurances particulières. Donc, c'est une assurance responsabilité civile pro qui couvre les motos des clients ou exploitation ou autres. C'était le. C'est le monsieur qui faisait de la. Ça va être alors, ça va être l'assurance, ça va être dans la multirisque professionnelle. C'est ce qu'on appelle une assurance de biens confiés. C'est pas vos biens, c'est des biens confiés. Donc ça va être dans la multirisque professionnelle dont on vous a parlé tout à l'heure. Il y a de la RC Pro, il y a de la RC Exploitation et il y a de l'assurance de biens et il y a de l'assurance biens confiés. Ok. Pour un magasin de cigarettes électroniques, on doit prendre quelle assurance, s'il vous plaît? C'est toujours avec un local, donc il faut que vous trouviez quelqu'un qui veut bien vous assurer en multirisque professionnel avec local. Si j'ai une activité e-commerce en dropshipping, où est l'intérêt de la RC Pro? Il y a celle de dessus quand même. Ah, ouais. Non, c'est ça. Le cigarette électronique, non, j'ai dit. Là, c'est oui, j'étais descendue. E-commerce en dropshipping, où est l'intérêt de la RC Pro? C'est quoi le dropshipping? Eh bien, je ne sais pas. On ne sait pas ce que c'est que le dropshipping. Dites-nous ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je ne veux pas dire de bêtises, donc dites-nous exactement de quoi il s'agit. Quel budget environ pour du transport de marchandises pour un véhicule de moins de 3,5 tonnes du type messagerie? Avez-vous une assurance à conseiller? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la microassurance, on ne pourra pas faire ça. Le transport de marchandises, après... une assurance en particulier, non, parce qu'il faudrait savoir ce que vous faites exactement. Et... Là, il faut aller sur le marché classique. Là, c'est typiquement ce qu'on a parlé de tout à l'heure du bien confié, c'est-à-dire vous allez assurer des biens qui ne sont pas à vous, puisque vous transportez des biens. C'est une activité de transport, donc c'est des biens qu'on vous confie. Donc là, c'est pas. Alors, dites-vous bien que l'assurance véhicule, c'est pas donné. Hein. On parlait de la décennale tout à l'heure. L'assurance véhicule, c'est pas donné. Et là, ce qu'il faut vraiment être vigilant sur cette assurance, c'est le montant de biens confiés que vous allez assurer. Est-ce que vous allez assurer, est-ce que vous êtes sûr de transporter des barils de lessive ou est-ce que vous savez que vous allez transporter éventuellement des bijoux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça va pas être le même montant d'assurance et ça va peut-être être... voilà, donc il faut savoir... Alors si c'est des paquets de la poste, etc., bon, c'est certainement forfaitaire, ils sauront comment vous assurer. Mais là, il faut aller sur le marché classique, en fait. Bonjour, c'est une activité dans un local partagé par un collectif d'entrepreneurs. Quel type d'assurance? Si espace partagé, type open space, donc espace non sécurisé individuellement. Dans tous les cas, il faudra que le local soit assuré, mais vous n'allez pas tous avoir besoin d'assurer le local. Donc il faudra au moins que chacun ait sa responsabilité civile professionnelle et après que le local soit assuré. Oh. Ouais. Et après, est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez chacun, à mon avis, là, vous allez être un collectif d'entrepreneurs. Le local, comme dit Laura, il va falloir l'assurer. Vous n'allez pas assurer chacun un petit bout. Donc, il faudra voir comment vous vous mettez dans ce collectif. Et c'est ce collectif, souvent, qui prendra l'assurance du local, en fait. Donc, merci pour vos messages. Je les vois au fur et à mesure, mais du coup, on essaie de répondre aux questions parce que normalement, ça devait durer 1 heure. Et la vidéo sera sur la chaîne YouTube de l'ADI, donc vous pourrez la regarder autant de fois que vous voulez. Quel est le type d'assurance pour les biens apportés par le client pour modification? Réflexion de fauteuil. C'est ce qu'on appelle du bien confié. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire quand un client vous donne un fauteuil à réparer,
Quand il est chez vous, il est considéré comme bien confié. Alors, si c'est, faut faire attention, les biens confiés, faut faire attention si c'est des choses de valeur. Donc, il faut que vous soyez assuré pour le bien confié, c'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un vous donne un bien, vous devez réparer, mais par exemple, vous faites cambrioler, on vous le vole. C'est pas votre bien à vous, vous pouvez pas fournir de facture, etc. C'est ce qu'on appelle un bien confié. Dans les multirisques professionnels, vous avez toujours une ligne bien confiée qui est plus ou moins importante, mais vous avez cette ligne-là en fait. Mm. Donc les services que vous proposez, Local Assure ou la microassurance, sont disponibles également dans les dom-toms. Je peux parler que de la microassurance de l'ADI, mais oui, on est dans les dom-toms. Après, où est-ce que vous êtes exactement? Parce qu'on n'est pas partout, mais en tout cas, on est en Martinique, Guadeloupe, Réunion. Voilà. Et nous, on est Réunion et on va bientôt... Non, on est Réunion, c'est tout. J'ai une... Okay. Alors là, par contre, bonjour les services. Ah, mais les services Local Assure ou Local Secure? Alors, Local Secure Réunion également. Local Secure. Donc, le dropshipping, le client passe sur un site de distributeur pour faire des achats. Le site n'est qu'un intermédiaire entre le fournisseur et le client final. Mais je pense qu'il faut quand même de toute façon être assuré. Ouais, parce que c'est une activité où le client passe sur un site de distributeur. En fait, qui est responsable du bien qui est vendu? C'est-à-dire, si vous êtes juste intermédiaire, que vous vous contentez, entre guillemets, de faire le lien entre un acheteur et un fournisseur, ce qu'il faut savoir, c'est que le client, si je comprends bien, où le client passe sur un site de distributeur, faire des achats. Le site n'est qu'un intermédiaire entre le fournisseur et le client final. Je pense. En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client, c'est contre vous. Si vous êtes l'intermédiaire, le client, c'est contre vous qui va se retourner. Je pense que c'est vous qui portez le risque, justement. Alors, votre assureur, il va pouvoir éventuellement se retourner contre le fournisseur. Mais c'est vous qui avez vendu, c'est vous. Enfin, le client, il connaît que vous, il connaît pas le fournisseur. Donc, de toute façon, le client va se retourner contre vous. Donc, de toute façon, faut que vous vous assuriez là-dessus. Île de la Réunion. Donc, Île de la Réunion, pas de souci. Et oui, tout à fait, il y a l'ADI à Mayotte. Donc, vous pouvez nous contacter et prendre rendez-vous directement à Mayotte. Est-ce qu'il reste des questions? Non? Bon. Ah. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Vous avez nos coordonnées. Vous pouvez joindre nos différents plateaux pour vous proposer. Voilà, n'hésitez pas à demander des devis, appelez, essayez, poser des questions et puis demander des devis si vous devez vous assurer, si vous créez votre entreprise. C'est ça. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler et puis nous, on y répondra, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.